Et maintenant, nous avons le plaisir de donner la parole au député des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Et avant, pour qu'il nous illustre un petit peu la question de la maltraitance des parlementaires dans cette Constitution, à votre avis, l'Assemblée nationale, qui a la main sur l'ordre du jour et combien de jours par an un groupe comme le groupe socialiste, d'opposition donc, a la main sur l'agenda? 0, 1 ou 10? Bon, je vois que tout le monde est au fait. Effectivement, c'est 1 jour par an pour les groupes d'opposition. La prochaine, on appelle ça la niche. La prochaine niche, c'est quand? 29 février pour ce qui nous concerne. Ah oui, en plus, c'est tous les 4 ans carrément, toi. Eh bien, à toi, Boris Vallaud. Bon, d'abord, un grand merci d'être restés. Ceux qui sont partis pourront regarder en replay les derniers intervenants. Je sais que certains sont arrivés simplement pour nous entendre en fin de séance, donc merci beaucoup. Heureux d'être ici quand même dans cette salle de culture, puisque finalement on aurait pu aussi avoir une digression sur 6ème République et culture, avec toutes ces allégories du théâtre vivant, les arlequins, les lanceurs de couteaux, le jeune Gabriel Attal en trapéziste, enfin un certain nombre de réjouissances qui nous rendent heureux d'être là. Je me suis posé la question de savoir ce que j'allais pouvoir vous dire ce soir, parce qu'en effet, Julien nous a dit de quoi tu veux parler, et je lui ai dit je vais te répondre, et je me suis aperçu au seuil de cette porte que j'avais oublié de te répondre. Et tu m'as relancé. La vérité m'oblige à dire qu'au fond, je vous aurais peut-être pas dit la même chose que je vais essayer très maladroitement de vous dire maintenant. Il y a encore quelques semaines avant cette grande bascule politique et morale qui a été le vote de la loi immigration, sur laquelle je reviendrai. Dans la précédente législature, où j'étais déjà parlementaire, avec Elsa notamment, nous étions dans l'opposition, assez impuissants finalement à faire passer un certain nombre de nos propositions. Je dois dire que nous n'envions pas tellement la majorité composée de valets sans talent d'Emmanuel Macron, que certains avaient d'ailleurs nommé les Playmobil, parce qu'ils votaient finalement comme des Playmobil, sans trop se poser de questions. Mais au fond, les règles étaient claires, c'était le système majoritaire, la Ve République, telle que nous ne l'aimions déjà pas. Et puis, nous avons été élus tous, là, dans des circonstances tout à fait singulières, arrivant dans une assemblée dans laquelle il n'y avait pas de majorité. Et nous nous retrouvions dans cette situation tout à fait singulière d'avoir le cerveau de la Ve République dans le corps de la 4e. Ou peut-être d'ailleurs est-ce l'inverse, le corps de la 4e, cerveau de la 5e, je ne sais plus. En tout cas, nous nous sommes retrouvés face à un objet institutionnel non identifié que moi j'avais appelé le parlementarisme de fait. Me dire finalement, il y a peut-être une opportunité d'être sixiémiste avant la 6ème République. Au fond, nous pouvons être parlementaires, constituer des majorités, construire patiemment des compromis, comme la République en a été capable de construire des lois immortelles qui survivent non seulement aux alternances, mais aussi aux républiques. Je pense à la loi de 1905. Et j'avais formulé cette espèce d'hypothèse en disant à Elisabeth Borne, quand elle nous avait reçus, et qu'elle nous demandait si nous étions prêts à faire des compromis, j'avais compris qu'Emmanuel Macron n'en ferait aucun. Je lui avais dit, en fait, tu sais, Elisabeth, parce qu'on se tutoie, je lui ai dit, Elisabeth, finalement, nous, moins on se voit, mieux on se porte. On légifère, tu exécutes. Et finalement, nous pourrions envisager que la conférence sociale, qui est une conférence tripartite avec le gouvernement, les partenaires représentants des salariés et représentants du patronat, finalement, nous pourrions nous dispenser de l'exécutif et construire ces grands compromis et ces consensus de politique sociale sans cet exécutif. On était tous dans une forme d'apprentissage et nous nous sommes posé la question les uns et les autres de ce que signifiait être une opposition dans une assemblée sans majorité. La majorité, d'ailleurs, s'est posé la question de savoir ce qu'était être une majorité dans ces circonstances. Et au fond, nous n'avons jamais pu y réfléchir et y travailler sérieusement. D'abord parce que j'ai envoyé 6 pages de propositions à la présidente de l'Assemblée nationale, qui ne m'a même pas envoyé un accusé-réception, mais aussi parce que la Ve République avait tous les instruments de la brutalité. On est passé du parlementarisme rationalisé au parlementarisme brutalisé. Et j'ai dit à nouveau à Elisabeth, parce qu'on se parle beaucoup, finalement, c'est un peu louche, je lui dis, mais Elisabeth, prends le point de vue de Sirius, le point de vue de nulle part, et tu regardes
un pays peut-être d'Europe centrale, qui choisirait pour faire adopter une réforme considérable qui engage plusieurs générations, les voies parlementaires les plus expéditives, des procédures d'urgence, qui raccourcissent et escamotent le débat parlementaire. Ce régime, il entrave le droit d'amendement. Il fait jouer l'article 40 pour faire obstacle à un certain nombre des propositions qui sont les nôtres. Un régime qui serait sourd aux contestations des partenaires sociaux qui étaient unanimement contre cette réforme. Que dirait-on d'un régime qui aurait à affronter par la rue des manifestations millionnaires et demeurerait parfaitement sourd? Et à la fin, à toute force, et en définitive sans vote, ferait adopter cette réforme des retraites. Eh bien, on dirait que ce n'est pas la conception et l'idée qu'on se fait de la démocratie, on aurait raison. Et vous l'avez évidemment compris, je décrivais la réforme des retraites. On est dans une 5e République à bout de souffle. Et au fond, qu'est-ce qui se joue? On n'est pas dans un colloque de constitutionnalistes. On n'est pas dans un séminaire qui viendrait se poser la question des mécanos institutionnels. Au fond, ce qui se joue, c'est une guerre de modèles politiques et une question en réalité subreptice qui consiste à savoir si finalement la démocratie reste le pire des régimes à l'exception de tous les autres. On a vu dans la crise de la Covid, vous l'avez peut-être senti, cette espèce de question qui s'est fait jour de savoir si finalement ce serait l'Europe ou la Chine le meilleur des régimes pour affronter ce péril et ce virus dont on ne connaissait rien. On a eu en définitive la réponse. Mais cette question du meilleur des modèles, elle est posée parce que il y a une internationale des démocratures, des régimes autoritaires qui nous contestent notre modèle, et parce qu'au plan national, nous avons aujourd'hui la réaction qui a la force politique, l'organisation sociale pour gagner le pouvoir. Ici, je vous disais que je ne vous aurais pas dit la même chose il y a quelques semaines, c'est que au mois de décembre, fin décembre, nous étions dans l'hémicycle. Nous avions, pour un certain nombre d'entre nous, voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, une première fois. Nous avions voté à nouveau pour lui, une seconde fois, contre l'extrême droite. Et que nous nous retrouvions avec un exécutif, un gouvernement, prêt à toutes les compromissions pour faire passer une loi dont finalement le contenu importait peu pourvu qu'on ait une loi. Nous avons vu un ministre de l'Intérieur, un président de la République, une première ministre, manquer de ce sens civique, de ce respect de l'adversaire, de cette vertu dont Mendès France disait que c'était l'un des éléments constitutifs de la démocratie. Et c'était un grand moment de bascule parce que Emmanuel Macron avait oublié les conditions de son élection et prenait le risque qu'après lui, l'ordre républicain que nous aurions bâti se retourne contre la République elle-même. Et il est de ce point de vue-là incroyablement coupable. Vous avez compris que cette histoire de la 5e République ou de la 6e République, ça n'est pas un mécano institutionnel. C'est la question de savoir si les 3 combats que nous avons à mener pour la justice sociale, pour l'écologie et pour la démocratie sont des combats que nous menons conjointement. Ce qui se joue est plus grand, évidemment que nous. Et je veux dire que pour ce qui nous concerne, nous sommes parfois dans un moment d'inquiétude. Nous sommes dans un moment d'inquiétude parce que plus rien ne tient et que nous sommes face à un monde qui se défait. Et moi, j'en appelle à se saisir de cet esprit de résistance. Non seulement résister contre un monde qui se défait, mais aussi insuffler cette espèce d'espoir dans l'avenir qui nous permet, au fond, de croire toujours à l'idée de progrès. Alors, nous sommes des parlementaires parfois désenchantés, surtout à 4 heures du matin, quand nous examinons des amendements dont pas un seul ne passe. Mais nous savons que si, après Emmanuel Macron, ça n'est pas la gauche, eh bien ce sera l'aventure et pas pour le meilleur. Donc Julien m'a dit d'être court, d'être bref. Je le suis, et je cède maintenant la parole à Julien pour un dernier mot, en le remerciant de son initiative et en disant à sa suite qu'au-delà des élections européennes et que pendant même les campagnes, même en chantier, les travaux continuent.
Merci beaucoup, Boris Vallaud.